Le premier tour de l'élection présidentielle en Guinée vient de se dérouler et l'après-élection a commencé à susciter, à attiser les passions et les tensions. Cellou Dalein Diallo, qui est le principal candidat de l'opposition, s'est autoproclamé vainqueur. Le camp d'en face a promis ester en justice, considérant que c'est une entrave au bon fonctionnement, au bon déroulé du processus électoral. La communauté internationale et notamment la CEDEAO s'inquiète. C'est un sujet de discussion que nous allons explorer en compagnie notamment d'Ousseynou Nargueil. Et vous comprendrez pourquoi. Ousseynou Nargueil a signé un édito justement sur la position, la sortie de Cellou Dalein Diallo, intitulé Mamadou Cellou Dalein Diallo, autoproclamé illico victorieux, co-responsable des violences et morts à venir. Nous avons également Alexandre Egbako Tos, qui est anthropologue, politiste et consultant international. Bien sûr, Abdoulaye Kaba du RPG Arc-en-Ciel, qui est chargé de la presse dans la formation politique au pouvoir. Nous avons également tenté de joindre un représentant de l'UFDG, le parti de l'opposition, qui n'a pas été disponible aujourd'hui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Merci d'avoir répondu à cette invitation et pour votre disponibilité. Mais avant, allons voir ce qu'il se passe en Guinée depuis notamment dimanche, où le premier tour de l'élection a eu lieu avec Robert Adandé. En Guinée, pendant que le dépouillement officiel des votes se poursuit toujours au niveau de la commission électorale, le candidat de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, s'est proclamé vainqueur dès le premier tour du scrutin présidentiel du 18 octobre. Face à un parterre de médias et des partisans surchauffés réunis à son QG de campagne à Conakry, le candidat à l'élection présidentielle en Guinée, Cellou Dalein Diallo, s'est déclaré vainqueur du scrutin du 18 octobre. Malgré les graves anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin, et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour, déclare-t-il. Un message aussitôt partagé sur son compte Twitter. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui ne s'est pas risqué à des chiffres précis, a invité ses partisans à se mobiliser pour défendre leur victoire. Cette annonce, aussi prématurée qu'inattendue, a engendré des scènes de liesse populaires dans les quartiers favorables à l'ancien Premier ministre à Conakry. Certains de ses partisans, tentant de se regrouper, ont été dispersés par les forces de l'ordre. Du côté de la Commission électorale nationale indépendante, l'organe en charge de l'organisation des élections, le dépouillement des votes se poursuit et aucun résultat officiel n'a encore été communiqué. Il faut rappeler qu'environ 5,3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes le dimanche 18 octobre pour élire l'un des 12 candidats à la présidentielle en Guinée. Une compétition électorale pour laquelle 2 candidats partent favoris. Le président sortant Alpha Condé, qui brigue un 3e mandat, et le principal opposant autoproclamé vainqueur, Cellou Dalein Diallo. Alexandre Tos Egbako, à nouveau, bonsoir. L'attitude de Cellou Dalein Diallo est peut-être consécutive aux expériences précédentes qui ont fait naître de la suspicion et un manque de confiance. Ben oui, c'est la conséquence logique de tout ce qui a prévalu à ce scrutin depuis même... Il faut repartir un peu en arrière pour dire que la Guinée, depuis une dizaine d'années, sombre dans des crises sociopolitiques. Alpha Condé est arrivé au pouvoir dans des conditions très critiques. Et puis sa volonté de passer à une nouvelle république pour faire un 3e mandat, c'est une somme de tout ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Et Cellou Dalein Diallo, c'est une stratégie, c'est presque un défi qu'il a lancé à Alpha Condé, mais qui, tout à l'heure, j'avais lu, il a lancé un message de paix. Donc, les deux sont des rodés de la chose politique. Et ils ont beaucoup d'expérience, donc chacun est en train de jouer sa stratégie. Mais il faut dire malheureusement que les jours à venir seront vraiment sombres pour la Guinée.
Et c'est dommage pour ce peuple qui subit des violences de leurs dirigeants politiques depuis plusieurs années. Vous voyez dans cette attitude, Alexandre Tosek-Bako, un mauvais présage en raison de la surchauffe et des tensions. Mais en ce qui concerne le RPG Arc-en-Ciel, maintenant, la coalition au pouvoir, on n'a pas entendu de protestation après la sortie de Cellou Dalein Diallo. Si. Oui, allez-y, il y a eu des protestations et Ousseynou Nargueil, justement, va avoir la parole dans un instant. Mais Abdoulaye Kaba, les protestations, semble-t-il, étaient timides. Oui, alors, d'abord, je commence par m'opposer à la prédilection apocalyptique. Vous savez, on a connu la même situation en 2010 et il n'y a pas eu d'apocalypse en Guinée. Cellou Dalein, ses partisans s'étaient autoproclamés vainqueurs avant la publication des résultats par la CENI. Et au final, le président Alpha Condé a été déclaré vainqueur et devenait ainsi le premier président démocratiquement élu au suffrage universel direct de toute l'histoire de la République de Guinée. Et il n'y a pas eu d'apocalypse. Donc non, il n'y aura pas d'apocalypse en Guinée. Il n'y avait pas eu d'apocalypse, mais un entre-deux tours quand même historiquement très long. Oui, en fait, l'entre-deux tours a été long pour des raisons techniques, parce que la CENI n'était pas assez préparée, en fait. Donc, on l'a bousculé. En Guinée, pendant aller vite aux élections, parce qu'on voulait mettre fin à la transition et on ne voulait pas, en fait, que les militaires qui avaient déjà fait 24 ans de pouvoir ne s'éternisent davantage de pouvoir. Surtout que les militaires qui avaient fait le coup d'État en 2008 étaient très jeunes, en fait. Donc, du coup, si on les laissait, mais c'était parti pour une durée à la Paul Biya ou à la je ne sais quel autre dictateur, en fait. Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas voulu qu'ils s'éternisent au pouvoir et tout de suite, on voulait qu'ils partent. Et résultat, mais on a organisé un premier tour bâclé qui a révélé tellement d'insuffisances que c'était techniquement impossible de tout de suite organiser en fait le second tour. Ce qui a fait qu'on a connu un second tour effectivement excessivement long qui s'est tiré sur à peu près 4 mois comme ça. D'accord. Voilà, d'accord. Évidemment, on ne souhaite pas du tout qu'il y ait l'apocalypse en Guinée, mais c'est une lecture qui tient peut-être compte des éléments qui sont vus et observés ces derniers temps. Ousseynou Nargueil, je rappelais que vous avez signé un édito qui s'intitule Cellou Dalein Diallo, Mamadou Cellou Dalein Diallo, autoproclamé illico victorieux, co-responsable des violences et morts à venir. Est-ce que vous également y voyez un apocalypse proche ? Oui, je pense que votre interlocuteur qui vient d'intervenir tout de suite, il me semble qu'il est guinéen, donc je peux comprendre qu'il fasse preuve de patriotisme et de prédiction plutôt positive pour son pays, mais les situations ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui s'est passé en 2010, il y a eu une victoire abracadabrantesque, pour reprendre l'adjectif de Jacques Chirac d'Alpha Condé, et ça ne tient pas à des problèmes techniques, ça tient juste au fait que la junte de Dadis Camara, qui s'était engagée à organiser des élections pour transmettre le pouvoir aux civils, ne voulait en aucun cas transmettre le pouvoir à un Peul et à un candidat des Peuls. Il faut le dire comme mais Ousseynou Nargueil, mais ce sont quand même des propos très forts. Est-ce que ces différentes communautés ont toujours vécu en bonne intelligence? En fait, ce sont des propos très forts que je mets sur la réalité. Oui, mais est-ce que vous pouvez vous entendre? Ousseynou, allez-y et vous allez réagir. Je dis ce sont des propos très forts, mais que je l'assume et que j'étaye parce que en 2010, en octobre 2010, un mois avant le second tour, j'ai dîné à Dakar avec un ministre du gouvernement de transition de Dadis Camara, Isto Keïra
qui était ministre de la Culture et qui est acteur culturel, pour ne pas le nommer, et Isto Keïra, à la table où nous étions, où il y avait plusieurs témoins, a dit de sa propre bouche qu'il préférait que les militaires gardent le pouvoir plutôt que de donner le pouvoir à un peuple. Alors ce sont des propos justement très graves qui sont regrettables. Gaye, nous allons revenir à vous dans un instant, mais Alexandre Egbako, on rappelle que vous êtes à la base anthropologue. Finalement, les problèmes, les crises qui interviennent après chaque élection sur le continent, comme c'est le cas là en Guinée, sont liés à ces problèmes ethniques, semble-t-il. Pas tout de suite, c'est un terrain très glissant. C'est vrai qu'il y a des lignes ethniques dans nos pays qui sont omniprésentes. Et tout de suite, quand la politique se mêle, c'est cette ligne que ça prend tout de suite. Vous voyez? Donc, dans cette atmosphère, chacun défend en fait, je ne sais pas comment dire, chacun défend ses intérêts. Sa communauté. Sa communauté. Et nous avons des populations, excusez-moi le terme, analphabètes, si vous voulez. Et il y a une forme d'éducation, de culture qui est encore très présente dans nos esprits. Et donc, on ne voit que notre frère et puis le jeu politique, quand ça s'y mêle, c'est ça qui braque les gens. Et donc, j'aimerais revenir un peu pour dire à M. Kaba, pour dire que le monde regarde la Guinée. Nous sommes au courant de tout ce qui s'est passé en Guinée depuis ces 10 dernières années. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, peut-être le thème apocalypse, je ne l'ai pas envoyé, mais je dis, à partir des expériences que nous avions vécues sur le continent et vu tout ce qui s'est passé, toutes les querelles avant le processus électoral, il y a des raisons de se dire que les prochains jours risquent d'être sombres en Guinée. Et je pense que vous en avez pleinement conscience. Et le dire, ce n'est pas tirer sur la Guinée, machin. Et puis, il faut se dire que tout ça, ça tourne autour de cette histoire de nouvelle république, de troisième mandat, qui est actuellement le grand problème que nous vivons sur le continent. Et il y a d'autres pays aussi qui vont venir. Et ça, cette stratégie, c'est ça qui conduit souvent à des longévités injustifiées au pouvoir de certains régimes. Et moi, j'ai l'habitude de dire toujours, plus un régime dure trop au pouvoir, plus il se gangrène et finit par user le peuple. Hier, c'était le peuple burkinabé. Aujourd'hui, c'est le peuple guinéen. Demain, peut-être le peuple ivoirien. Et on se demande jusqu'où iront nos dirigeants politiques. Abdoulaye Kaba, Alexandre Torse-Egbakpo l'a souligné, de part et d'autre, malgré la tension, on appelle à l'apaisement. C'est qu'il y a pleinement conscience du danger, justement, encouru par les uns et les autres. D'abord, je commence par rectifier M. Gaye, en lui disant qu'en 2010, au moment où on organisait le premier tour, Dadis n'était plus à la tête de la transition. Juste pour information, Dadis était à l'époque au Burkina Faso. Et le frère burkinabé pourra en témoigner. Donc, avec les informations assez approximatives comme ça, je pense que son analyse pour la Guinée n'est pas du tout crédible. Voilà. Oui, maintenant, pour revenir à la situation. C'est nous, vous allez réagir. S'il vous plaît, permettez. Allez-y, Abdoulaye Kaba, allez-y. La Guinée. Ça, c'est le B.A.B.A. en fait du bon sens. C'est le minimum du bon sens. Donc, je disais, maintenant, par rapport à la situation actuelle, nous avons tous conscience qu'on n'a pas envie que les esprits s'échauffent, en fait. Parce que, voilà, les élections en Afrique sont souvent source de tensions, et les tensions, de voix, peuvent commencer en violence verbale et puis violence physique. C'est pour cette raison-là qu'on appelle tout le monde au calme en disant, écoutez, il y a un organisme qui est chargé d'organiser les élections, un organisme qui s'appelle la Commission électorale nationale indépendante, qui est composée sur une base paritaire de 7 représentants de l'opposition, 7 représentants de la mouvance, une personne qui représente l'administration pour une question de continuité et ajustement, et puis 2 personnes qui sont arbitres, qui représentent la société civile. Donc, de faire confiance à cette institution-là qui a organisé le processus électoral avec l'accompagnement de l'Union africaine et l'accompagnement de la CEDEAO. Donc c'est pour cela que nous disons aux gens, aux autres,
Il ne faut pas que les esprits s'échauffent parce que nous ne voulons pas de violence en Guinée. Et comme je disais tout à l'heure, notre confrère, la Guinée, il n'y aura pas de lendemain sombre parce que le peuple de Guinée est suffisamment mature pour justement respecter les règles du jeu démocratique. Le professeur Alpha Condé, mon frère burkinabé me le permettra, n'a pas encore fait 20 ans au pouvoir, donc il n'a aucune envie d'avoir la durée de Blaise Compaoré ou de je ne sais quel Yassine Yadema. Le professeur Alpha Condé est un démocrate. Il n'est pas venu par coup d'État comme Blaise Compaoré ou est-ce que vous pensez que Abdoulaye Kaba, est-ce que vous pensez que le professeur Alpha Condé serait prêt à passer la main s'il venait à être déclaré battu dans les urnes? Bien évidemment, le professeur Alpha Condé est un démocrate né. Il y a la démocratie dans le sang, il y a la démocratie dans les gènes. Donc si aussi la commission qui est chargée d'organiser les élections avec la supervision de l'Union africaine, avec la supervision de l'Union européenne, déclare que le président Alpha Condé a perdu, bien évidemment, il va appeler son adversaire pour le féliciter. C'est un peu comme ce qui s'est passé au Sénégal. Tout le monde disait que Abdoulaye Wade n'allait pas perdre en 2012 parce que c'est lui qui organisait. Au final, Wade il a perdu et Wade il a appelé Macky Sall, il l'a félicité pour sa victoire. Donc nous sommes des démocrates, nous n'avons aucun problème avec la démocratie. C'est pour cela d'ailleurs, nous appelons tout le monde à attendre à ce que l'organisation chargée d'organiser, l'institution chargée d'organiser les élections proclame les résultats et que tout le monde se conforme soit à ces résultats-là ou alors qu'on utilise les recours prévus par la loi, c'est-à-dire qu'on saisisse la Cour constitutionnelle pour un consensus électoral. La Cour constitutionnelle va examiner les différents éléments et va trancher et sa décision finale s'imposera à tous. C'est bien noté. Ousseynou Nargueï, mais vous avez pourtant pas tiré sur Cellou Dalein Diallo, mais vous le tenez pour co-responsable de ce qui pourrait arriver en raison de cette sortie, du fait de s'être autoproclamé vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle dimanche. Je le tiens pour absolument responsable, bien que je lui trouve des circonstances éventuellement atténuantes, mais je voudrais répondre à M. Kaba, vous ne me corrigez pas du tout. Le pouvoir qui a organisé les élections après la transition de la junte, c'était bien celui du commandant, du capitaine Dadis Camara, bien qu'il ait eu une balle dans la tête de la part de Toumba Diakité et qu'il se soit retrouvé à Rabat, et puis au Burkina Faso, c'est quand même son lieutenant qui a repris le pouvoir et qui a terminé les choses. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand on cite le Sénégal, Abdou Diouf en 2000, le dimanche même de l'élection du deuxième tour, à 23h, a appelé Abdoulaye Wade pour le féliciter. Et en 2012, à 22h, le jour même du deuxième tour, Abdoulaye Wade a appelé Macky Sall pour le féliciter de son élection au deuxième tour. Donc, ce que je veux dire, on ne peut pas, il n'est pas normal au XXIe siècle, avec les moyens digitaux et de computation des résultats dont nous disposons, que nous passions 2-3 jours pour centraliser des PV et encore 72 heures pour proclamer des résultats. C'est la porte ouverte à toutes les fraudes. Ce que j'ai dit par rapport à Mamadou Cellou Dalein Diallo, puisque c'est son nom entier, c'est que en 2010, il a perdu après avoir eu 39-72% au premier tour et Alpha Condé n'avait que 20% des voix. Il s'est passé une période du 27 juin au 7 novembre. Je me souviens très précisément de ces dates-là parce que c'est des anniversaires de personnes qui sont chères à mon cœur. Il s'est passé du 27 juin au 7 novembre avant qu'on organise un deuxième tour. Je dis, il n'y a pas un problème ethnique en Guinée, il y a un problème Peul, il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'on considère que les Peuls ont le pouvoir économique et qu'il est hors de question qu'ils aient le pouvoir politique et présidentiel. Mais ça n'exonère pas Cellou Dalein Diallo, qui, je crois, et c'est les termes du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, a été irresponsable et dangereux dans son autoproclamation de victoire. On peut comprendre
qu'il dispose de représentants dans tous les bureaux de vote et qu'effectivement, il a eu accès aux résultats, mais il n'a pas donné de résultats chiffrés par rapport à sa présumée et prétendue victoire. Il sait que l'organe, la CENI, accepté par toutes les parties comme organisateur des élections, est la seule habilité à donner les résultats. Même la presse n'en a pas le droit, y compris en ce qui concerne des résultats partiels. Donc, il fallait s'y conformer. Oui, donc, je considère qu'il a jeté de l'eau sur le feu. D'accord, de l'huile sur le feu. D'accord, mais Ousseynou Nargueï, vous allez justement revenir, hein, vous allez réagir, mais il y a quand même cette préoccupation, cette inquiétude qui revient. On parle de plus en plus de problèmes communautaires, mais et pourtant, de part et d'autre, eh bien, les populations cohabitent, les populations vivent dans le même environnement. Mais pourquoi c'est à chaque fois, qu'on arrive à l'élection présidentielle, qui c'est vrai cristallise les tensions, que l'on remet sur la table la question ethnique? Alexandre Tossegbako, avant la réaction d'Ousseynou Nargueï. Alors moi je dis il faut éviter au maximum ce problème d'ethnie parce que ça ne fait qu'envenimer. Le vrai problème réside dans la manière dont les gens s'organisent pour aller aux élections. Tout ce que la Guinée vit aujourd'hui, ça vient de loin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez? Et donc si le vrai, je peux dire... Oui, on va vous reprendre. Abdoulaye Kaba, il y a justement cette question de confiance en ce qui concerne les résultats, la sincérité des résultats sortis des urnes. Est-ce qu'il y a eu des gages, suffisamment de gages donnés par le pouvoir en ce qui concerne l'organisation de ce premier tour de l'élection présidentielle en Guinée? Oui, d'abord, le premier gage, disons, d'impartialité, c'est le fait que ce n'est pas le gouvernement qui organise, contrairement au Sénégal, de M. Gueye, où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Chez nous, c'est une commission, encore une fois, électorale nationale indépendante, où l'opposition est représentée à le même nombre de représentants que la mouvance. Donc, là, ça, c'est un premier... C'est la même configuration dans de nombreux pays. Y compris au Sénégal. Oui, Deuxième élément, non, la Sénat est différente de la CENI, parce que la Sénat, elle est autonome, elle n'est pas indépendante, alors que la CENI, elle est indépendante. La sémantique, elle est importante, M. Gueye. Donc, deuxième élément... Mais Abdoulaye Kaba, ces différentes structures, justement, organisent les élections de façon indépendante. Non, ce n'est pas la même chose en fait. La Sénat nous on a expérimenté la Sénat en Guinée avant la CENI. La Sénat en fait elle supervisait et c'est l'administration qui organisait. Mais cette fois-ci, c'est la CENI qui organise, qui supervise, qui fait tout le processus en fait électoral. Parce que les gens ils ont l'impression que c'est le gouvernement, alors que ce n'est pas du tout le gouvernement. La CENI a ses démembrements. C'est-à-dire au niveau central vous avez la CENI, au niveau le plus bas vous avez les CEPI, les CESPI. Donc, à tous les niveaux, la CENI est présente. Et à chaque niveau, que ce soit d'abord lors de l'enrôlement, dans chaque kit d'enrôlement, dans chaque carré d'enrôlement, il y a systématiquement au moins un représentant de l'opposition, au moins un représentant de la mouvance. Et lorsqu'on distribue les cartes d'électeurs aussi, il y a au moins un représentant de l'opposition, au moins un représentant de la mouvance. Et lorsqu'on organise le vote, dans chaque bureau de vote, il y a au moins un représentant de l'opposition, au moins un représentant de la mouvance. Et lorsqu'on centralise dans les mairies, il y a plusieurs représentants de l'opposition, plusieurs représentants de la mouvance. Donc le processus, il est clair, il est transparent. Ajoutez à cela la présence d'observateurs internationaux qui ont vérifié le déroulement du scrutin et qui sont aussi présents durant les phases de compilation. Donc, pour revenir à certains propos de M. Gueye, parce qu'il ne maîtrise pas la situation guinéenne. En Guinée, le peuple, les Guinéens n'a rien contre l'ethnie
Peul. Beaucoup de gens aujourd'hui, Malinké, Soussou, Guerger, sont membres de l'UFDG et sont en première ligne même du combat politique des Cellou Dalein Diallo. Donc les gens en Guinée n'ont rien contre les Peuls. C'est quand même assez drôle de fois de s'asseoir au Sénégal et d'essayer d'épiloguer sur ce qui se passe en Guinée. Les Guinéens, certes, le vote il est communautaire, c'est-à-dire chacun privilégie son fils, mais les gens, non, il n'y a pas une détestation du peuple. Mais le vote est communautaire, Abdoulaye Kaba, le vote est communautaire dans de nombreux pays africains. On voit, nous avons l'anthropologue Alexandre Tos Egbako qui va certainement nous le confirmer. Nous avons une configuration, une cartographie ethnique qui est mise en exergue justement à chaque élection présidentielle dans les différents pays africains. Oui, c'est malheureux parce que la réalité, elle est là, elle est celle-là, mais c'est malheureux qu'à chaque fois, quand il faut expliquer des troubles sociopolitiques, les mésententes politiques, eh ben, rapidement on fait le raccourci, on va dans cette direction en oubliant les mobiles, tout ce qui ont précédé, enfin tout ce qui a précédé à un processus électoral, voit depuis où le mal est déjà dans le fruit. Moi je dis, si M. Condé n'avait pas eu cette volonté, cette ambition hasardeuse, voire même dangereuse, de penser à une nouvelle république, de remettre à lui seul le compteur à zéro sans consulter le peuple, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, véritablement, même si les pensées, les attitudes, les positionnements ethniques sont latents, mais je dis véritablement, avant d'en arriver là, il faut questionner comment les acteurs ont conduit ou ont organisé le processus pour comprendre ce qui s'est passé. Et moi je dis, ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce n'est pas en premier lieu un problème ethnique, mais je dis c'est des ambitions dangereuses de plusieurs dirigeants politiques africains. Et donc, il faut essayer de revoir nos constitutions et essayer de les renforcer pour que n'importe qui se lève. Et surtout, c'est vers la fin du deuxième mandat qu'ils trouvent que, voilà, il faut retoucher les choses. Non. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par l'ethnique. Non, moi, je suis pas du tout d'accord avec cette ligne d'analyse. Ousseynou Nargueï, est-ce que l'on devrait retoucher les constitutions? Est-ce que le problème est à ce niveau-là? C'était suffisamment clair jusqu'à ce que, eh bien, pour le cas de la Guinée, le professeur Alpha Condé, enfin le parti au pouvoir, considère qu'il fallait introduire justement cette nouvelle constitution dans l'intérêt de l'ensemble des Guinéens. Non, je ne pense pas qu'il fallait retoucher la Constitution, certainement pas, parce que sinon ce serait trop facile, après chaque fois qu'on ait fait 2 mandats, de retoucher la Constitution, d'en proposer une nouvelle et de dire les compteurs sont remis à zéro. Ce serait vraiment contraire à l'esprit des institutions et de la compétition électorale dans nos pays. Mais là où je voudrais en revenir, c'est que l'agence France-Presse, l'AFP, qui ne peut quand même pas être soupçonnée de partialité, a rapporté que Alpha Condé, en campagne, a qualifié Cellou Dalein Diallo de candidat des Peuls. Le problème de la question Peul, ce n'est pas parce que je suis au Sénégal que je ne la connais pas, elle vient de très loin. Depuis le président Sékou Touré, démocrate puis dictateur, de la même manière que Alpha Condé, je considère, a été opposant démocrate puis dictateur au pouvoir, a indexé les Peuls comme étant un problème du pays. Il dit que des Malinké ou des Soussous sont dans l'état-major de l'UFDG. Je pourrais lui opposer que Cellou Dalein Diallo en question a été Premier ministre du président de la République, Lassana Conté. Donc, la question, ce n'est pas celle d'une présence, j'allais dire, administrative
ou symboliques à des positions pour dire que le problème n'existe pas. Il existe bel et bien. Ce que je dis, c'est que, et vous me connaissez sur cette position-là, Aziz Thiondi, pour m'avoir invité plusieurs fois à votre émission, vous savez que je suis contre l'organisation des élections par un organe autre que le ministère de l'Intérieur. Ces CENI, Sénat, ONEL, etc. sont un héritage qui nous vient des années 90 à la suite des conférences nationales. Des conférences nationales où la confiance était rompue ou n'existait pas et il fallait un tampon entre le pouvoir et l'opposition pour organiser des élections. Mais dans tous les pays normaux, et je souhaite qu'on en arrive là pour l'Afrique et les pays d'Afrique subsaharienne, c'est au ministère de l'Intérieur d'organiser les élections. D'organiser les élections, et s'il perd, il accepte de manière républicaine et démocratique qu'il a perdu. Donc, le fait qu'une CENI prétendument indépendante en Guinée organise des élections n'est pas un gage d'indépendance et de transparence, mais au contraire est la preuve par l'absurde du manque de confiance entre les acteurs. Je vous rappelle que la COSEG, qui a observé les élections dans 750 bureaux de vote, a déclaré, nous enregistrons aujourd'hui mardi, a déclaré hier lundi que dans 750 bureaux de vote qu'elle a observé, eh bien, il y en avait 900 dans lesquels les résultats avaient été contestés par au moins un représentant des candidats. Donc, je dis, s'il y a près de 10% de contestation des résultats au niveau des PV, les résultats ne sont pas partis pour être sincères. Il y a un problème de fiabilité et de sincérité des votes. Monsieur Kaba est dans l'absurde quand il dit en même temps qu'il n'y a pas de problème ethnique, mais que le vote est à base communautaire. Je le lui consens, mais pour en revenir à votre question, je dis que il serait important non pas de constater que le manque de confiance revient à chaque élection, mais je dis qu'il est institutionnalisé, ne serait-ce que parce qu'on met en place, pour organiser quelque chose d'aussi important que des élections, des prétendues commissions électorales nationales indépendantes. Quand vous prenez l'exemple d'une démocratie avancée, j'en termine là, oui, comme les États-Unis, on vote par correspondance, il y a des urnes qui sont déposées dans la rue, vous venez glisser votre bulletin dans l'urne. C'est peut-être Trump qui remet en cause. Et là, c'est la confiance. Les élections reposent d'abord sur la confiance, et quand la confiance n'existe pas entre les acteurs, il est, illusoire de parler d'élections libres, transparentes et équitables. Alors, il y a ce problème de confiance entre les acteurs. Ça a été évoqué à maintes reprises, mais finalement, on est dans une sorte de cycle infernal, de cercle vicieux, dans lequel on se retrouve à chaque fois. Comment, par exemple, pour le cas de la Guinée, arriver à départager les différents camps, puisque même s'il y a des messages, et on les a entendus, des messages d'appel à l'apaisement, mais il y a que chacun considère qu'il est en droit de revendiquer la victoire. Alexandre Tosek-Bako. Écoutez, moi, j'entends le mot confiance en politique. Pour moi, ça n'existe pas. En politique, il n'y a pas de confiance. Donc, la seule chose, ou bien la seule chose qui peut garantir en griffe confiance, c'est l'institution en charge d'organiser. Mais doit-on comprendre qu'il n'y a pas de morale en politique, Alexandre Tosek-Bako? La politique, c'est surtout les élections, c'est une compétition. Je ne peux pas faire confiance à mon adversaire là-dessus. La seule chose en quoi je peux faire confiance, c'est l'institution qui est entre nous, qui régule le processus. Mais si le processus, cette institution n'a pas toute la liberté de conduire comme il le faut, eh ben, il y a problème. J'ai entendu tout à l'heure, monsieur parle du ministère de l'Intérieur. Écoutez, moi, je n'ai pas vu un ministre
un ministre de l'Intérieur, par exemple, qui a déclaré que son président qu'il a nommé a perdu les élections. Donc, c'est très grave de laisser l'organisation des élections à un ministère. Je pense qu'il faut plutôt renforcer les CENI et la Constitution. Je pense que l'idée même de mandat unique, je pense que l'idée de mandat unique, il faut l'expérimenter désormais en Afrique. Les histoires de 2 mandats renouvelables, machin, ils ont tout le temps trouvé la parade pour les contourner. Et ça, je pense que si on veut éviter ces genres de problèmes, il faut aller peut-être vers le mandat unique et se dire, voilà, ça va partir d'un consensus national où on va se dire, voilà, après un mandat, on ne veut plus rien entendre. Vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer de voir. Il faut expérimenter ça parce que 2 mandats, après on va vous dire que vous êtes dans une nouvelle république et les problèmes recommencent. Donc voilà, pas de confiance en politique. Il faut mettre en place des institutions sérieuses, fortes et pour que... Mais les institutions sérieuses et fortes, elles sont rendues fortes et sérieuses par les hommes qui les animent. On en parle souvent. Pour en revenir à la situation en Guinée, nous avons au chevet du pays la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine. Ces organisations doivent pouvoir peser pour éviter justement qu'on en vienne à l'embrasement qui est redouté, Abdoulaye Kaba. Pardon, oui, alors, oui, effectivement, pour rebondir un peu sur ce que disait M. Ibako, effectivement, en Afrique, on a besoin d'avoir des institutions comme la CENI qui ont effectivement des hommes forts à leur tête, parce que sans hommes forts, il ne faut pas se leurrer, il n'y aura pas d'institutions fortes. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il parle de la limitation des mandats à 1. On a expérimenté ça ici en France, lors de la Deuxième République, et effectivement, il y a eu coup d'État de Louis Napoléon, qui ensuite a remis tout ça en jeu. Je pense qu'il faut laisser au peuple le soin de choisir la personne qu'il souhaite à la tête de l'État. Donc, pour moi, la problématique doit être la transparence des élections et non la limitation des mandats. C'est au peuple qui doit revenir le pouvoir de limiter ou proroger un mandat. Donc, il faut travailler la question de la transparence des élections et c'est à ce sens-là que nous saluons la mise en place de la CENI avec une représentation de l'opposition. Nous saluons la Société internationale, la CEDEAO, l'Union africaine et par le passé, la francophonie et tout ça. Donc, en Guinée aujourd'hui, nous avons réuni toutes les conditions pour une élection transparente. Alors, j'ai entendu tout à l'heure M. Naringay, parler du bureau de vote dans la rue. Je comprends que le pauvre il est alimenté par les fake news de l'opposition. Bon, je comprends. Non, il a parlé de bureau il a parlé de voter par correspondance aux États-Unis avec des bureaux de vote dans la rue. Il y a des bureaux de vote dans la rue et on vote par correspondance. En Guinée, non. En Guinée, on ne vote pas par correspondance. Pas en Guinée. Et il a fait allusion aux États-Unis pour illustrer. Voilà, donc ensuite, aujourd'hui, nous avons réuni les conditions de transparence des élections. Donc, après, c'est vrai, en Guinée, comme je disais au début, ce n'est pas une contradiction avec ce que je disais. Je dis tout simplement qu'en Guinée, les autres ethnies n'ont rien contre les Peuls. Mais après, chaque ethnie vote pour son peuple, pour son fils, en fait. Donc, cela ne veut pas dire qu'on déteste les Peuls en Guinée. Donc, je m'inscris en faux contre cette affirmation qui dit qu'on veut de tous les candidats en Guinée, sauf un peu. C'est faux et c'est archi faux. Voilà, donc aujourd'hui, encore une fois, même si M. Naringay avait voulu, il aurait pu venir en Guinée au moins constater de visu ce qui s'y passait et les conditions dans lesquelles les élections se déroulaient. Il aurait pu avoir, en fait, dans ces conditions-là, des informations qui lui auraient permis de mieux analyser la situation et d'avoir une analyse plus pertinente, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il est un peu dans l'approximatif sans vouloir lui manquer de respect. Donc, en brossant la situation guinéenne,
On retient que justement il y a ce discours selon lequel il y a une sorte de stratégie anti-Peul qui est mise en place en Guinée, et discours que nous avons justement entendu dans l'analyse d'Ousseynou Nargueil. Mais au-delà de tout, et là la question va être posée à Ousseynou Nargueil, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu des avancées démocratiques en Guinée, vu de Dakar? Peut-on considérer qu'il y a eu, en 10 ans de magistère d'Alpha Condé, finalement quelques avancées sur le plan démocratique? Je considère que non. Je pense que en tant que premier président démocratiquement élu de la Guinée et au historique pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, Alpha Condé, 82 ans aux prunes, avait pour responsabilité d'apaiser le climat sociopolitique et de renforcer les institutions. Je dis que ce défonçage sur les CENI, et de ce point de vue, je suis obligé de faire le parallèle avec un autre pays dans lequel se passe une histoire de troisième mandat, c'est la Côte d'Ivoire. On se rappelle qu'en 2011, c'est le même président Bakayoko de la CENI qui avait proclamé Laurent Gbagbo président, qui est revenu plusieurs semaines après, le même président de la CENI proclamé Alassane Dramane Ouattara président. Donc ça ne me conforte pas dans l'idée de penser qu'il y a des personnalités fortes, encore moins d'institutions fortes en ce qui concerne les prétendues commissions électorales nationales indépendantes. Et je dis, à partir du moment où cette confiance-là n'existe pas au niveau de l'acteur, du régulateur, de l'arbitre, enfin du bras armé qui organise les élections, on ne peut effectivement pas être d'accord sur le caractère illimité des mandats. Je prends l'exemple d'une autre démocratie avancée qui est l'Allemagne. Eh bien, la chancelière actuelle, Angela Merkel, en est à son 5e mandat sans qu'elle soit accusée pour autant de posture dictatoriale. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait une démocratie indigène pour les Africains, et de démocratie, j'allais dire, universaliste pour le reste du monde. Alpha Condé n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Il a été dans des postures revanchardes. Il disqualifie tous ceux qui ont collaboré au régime précédent d'avant lui. Il a fait cette campagne électorale en disant qu'on était dans une guerre avant de revenir en arrière pour dire que non, ce n'était pas la guerre. Donc, il ne peut pas disqualifier tous les acteurs qui ont collaboré au régime non démocratique avant lui, parce que pour faire la démocratie en Guinée, il faut bien qu'on le fasse avec les fils de Guinée, et ces fils de Guinée-là ont un passé. Donc, je suis extrêmement déçu par ce qui sera la sortie de Alpha Condé, qu'il gagne ce 3e mandat ou qu'il ne le gagne pas. Je dis juste que c'est un mandat de trop, ce sera un mandat pour rien, parce que le projet de développement de Alpha Condé pour la Guinée, on ne le voit pas. Il pense qu'il est légitime à être président de la République pour avoir été opposant. Oui, nous l'entendons bien. Nous l'entendons bien. Nous l'entendons bien, Ousseynou Nargueil, mais nous avons évoqué de façon rapide le rôle de des organisations sous-régionales, notamment de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et également le rôle de l'Union africaine. Comment
justement, elles peuvent être efficaces, ces organisations, dans l'optique d'empêcher un embrasement du pays, parce que cette diplomatie est attendue. Alexandre Tos Egbako, il faut bien faire quelque chose pour éviter une explosion, une implosion. Bien sûr, normalement, ça devrait être des institutions en dernier recours qui peuvent sauver des situations, mais par le passé, on a vu comment ils ont réglé des problèmes. C'est comme si ces institutions n'ont qu'une seule recette. Quand ça pète, les conflits commencent, ce qu'ils ont comme recette magique, c'est gouvernement d'union nationale où on remet les protagonistes d'hier ensemble. Comment vous voulez que ça marche? Et aussi, c'est sous leur bave que ces présidents qui sont en train de proclamer des nouvelles républiques sont en train d'opérer. Et certains, clairement, ont pris des positions. Donc, ce sont des institutions, aujourd'hui, qui, à mon avis, excusez-moi le thème, il manque beaucoup de sérieux. Ces institutions, en fait, c'est peut-être des chefs d'État, des gens qui sont ensemble, mais qui ne se disent pas la réalité. En fait, c'est des gens qui ne regardent pas les peuples. Ils n'ont qu'un seul objectif, c'est rester indéfiniment, s'ils ont la possibilité. Dès le départ, vous voyez, il y a des grincements des dents, mais après, voilà, ça s'arrange et puis plus de choses là. Donc, vraiment, ce sont des institutions aujourd'hui qui sont là, qui ont vraiment un grand rôle à jouer. Ils doivent être des institutions de recours, mais malheureusement, ce sont des institutions qui ne jouent pas pleinement leur rôle. Peut-être qu'il y a encore des camaraderies qui pèsent encore lourd pour qu'on en arrive à prendre des décisions efficaces. Je pense qu'on est un peu dans la complaisance parce que peut-être c'est des amis et puis voilà, ils veulent pas faire ce qu'il faut. Et voilà, vous prenez même les fonctionnaires qui travaillent là-bas, vous les interrogez, vous verrez que le discours est double. Il y a le discours convenu qu'on peut dire en public, mais après, c'est des discours personnels, vous entendez autre chose. Donc, c'est des citoyens qui travaillent dans ces institutions, qui voient le danger que court le continent, mais comme ils sont dans une institution, ils essaient de sauvegarder leur propre profit personnel et optimisé. Donc, vous n'allez pas voir des citoyens de ces institutions se lever pour dire on n'est pas d'accord pour telle ou telle chose, alors que... Donc, on doit comprendre, Alexandre Tos Egbako, que vous estimez qu'il n'y a, en ce qui concerne la situation en Guinée, et peut-être plus tard en Côte d'Ivoire, rien à attendre de la diplomatie de la CEDEAO et de l'Union africaine? Dans ce contexte, je vous dis, le verre est déjà dans le fruit. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Ce n'est pas hier que M. Condé a proclamé sa nouvelle république. Ce n'est pas hier que M. Alassane a décidé de remplir encore une fois. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Absolument rien. Et le processus a continué comme ça. Les partis, regardez ce qui s'est passé par exemple hier à Bonois en Côte d'Ivoire. Donc, ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Moi, je me souviens, quand ça ne les arrangeait pas en Gambie, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai vu Macky Sall, j'ai vu le président Bouhari, ils se sont levés, ils ont fait partie le gars. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça avec les autres? C'est à croire que les actions de ces institutions, c'est des actions ciblées quand ça les arrange ou je ne sais pas. Pourquoi ils ne peuvent pas faire la même chose qu'ils ont fait en Gambie? Pourquoi? Donc, toute la question est là. C'est une grande interrogation, la détermination de la CEDEAO en Gambie et de la communauté internationale face à Yahya Jammeh avait justement suscité l'admiration et posé des questions, vous le soulignez tantôt, sur les différentes motivations de ces organisations face aux situations
tensions qui se présentent. Nous avons aussi en Côte d'Ivoire une situation sur laquelle nous allons revenir certainement la semaine prochaine, peut-être avec certains d'entre vous, mais on ne va pas non plus se quitter sur une note pessimiste. Abdoulaye Kaba, les prochaines heures vont énormément compter en Guinée. On peut espérer qu'il va y avoir en tout cas une accalmie et de l'apaisement, parce que les tensions quand même elles sont visibles. Oui, on a souvent eu des moments de tension en fait en période électorale en Guinée, mais au final la sagesse a prévalu et on s'est retrouvé soit autour de la table où le camp qui a perdu a fini par reconnaître sa défaite, comme cela a été le cas en 2010. Et puis aussi, il faut se dire qu'en Afrique, on a quand même des hommes intègres. J'ai entendu dire que Bakayoko a dit Bago, puis a dit Ado, mais ça c'était dans un contexte particulier. Nous avons vu au Kenya, nous avons vu même en Gambie des hommes forts qui ont réussi à prendre des décisions fortes. Donc non, tous les Africains ne sont pas malhonnêtes. Oui, on a encore des Africains honnêtes, intègres et qui savent prendre des bonnes décisions. C'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'il faut aussi voir l'action qui a eu lieu en Gambie. Ce n'est pas parce qu'on a fait une action sélective, non. C'est parce que la CEDEAO, l'Union africaine, avait vu qu'il y avait fraude manifeste et donc elle a corrigé cela. Donc on peut faire confiance à l'Union africaine, on doit faire confiance à l'Union africaine. Si nous-mêmes, les Africains, nous sommes capables de dire qu'aucun Africain n'est honnête, parce que Bakayoko n'est pas honnête, mais c'est quand même assez incroyable, c'est quand même hallucinant pour l'avenir de l'Afrique. Moi, je suis encore jeune, j'ai envie d'envoyer un message d'espoir. Oui, on a des gens qui ne sont pas honnêtes en Afrique, mais oui, on a des gens qui sont honnêtes. Comme il y a des gens malhonnêtes ailleurs qu'en Afrique. Ousseynou Nargueï à la tête. Exactement. Ousseynou Nargueï. Il y a des gens malhonnêtes en France. On a vu en France des gens qui ont voté lors de l'élection communale ici en France. Voilà, encore une fois, je pense que ce que nous devons travailler en Afrique, c'est beaucoup plus la transparence des élections. Il y a eu le cas d'Angela Merkel qui a été cité, mais il y a eu aussi le cas de Franklin Roosevelt qui a fait 4 mandats aux États-Unis. En France, jusqu'en 2008, le nombre de mandats n'était pas limité. Donc Jacques Chirac avait la possibilité de faire 3 mandats. Seulement, il s'est rendu compte que le peuple n'en voulait plus et puis il s'est retiré. Au Sénégal, jusqu'à la réforme. Au Sénégal, jusqu'à la réforme d'Abdoulaye Wade, le nombre de mandats n'était pas limité au Sénégal, ce qui a permis à Senghor d'être président de 60 à 80 et qui a permis à Abdou Diouf, qui était par ailleurs Premier ministre de Senghor, de gouverner de 80 à 2000. Donc chacun des présidents sénégalais a fait 20 ans de règne. Donc le nombre de mandats n'était pas limité, donc ce n'est pas contraire à la démocratie. Ce qui est contraire à la démocratie, c'est le fait de ne pas respecter la volonté du peuple. Là, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Nous allons conclure avec Ousseynou Nargueï, qui n'est pas non plus pessimiste en ce qui concerne l'avenir démocratique de l'Afrique, mais au sujet de la Guinée, Ousseynou, on peut imaginer que vous n'attendez, vous également, rien de la CEDEAO et de l'Union africaine. Non, je n'en attends pas beaucoup parce que dans le cas de la Gambie, on avait eu une première acceptation de sa défaite par Yahya Jammeh avant qu'il ne revienne en arrière, mais le coup était déjà parti. Donc, j'allais dire, la CEDEAO avait un soubassement juridique assez étayé et fort sur lequel elle pouvait s'appuyer pour demander à Yahya Jammeh de partir, y compris par la force de la CEDEAO. On n'est pas encore dans ce cas de figure en Guinée-Conakry. Je dis juste que j'en attends que les résultats soient acceptés par les protagonistes. La voie prise par Cellou Dalein Diallo, Jean Ping au Gabon l'a expérimenté en se proclamant président. Maurice Kamto l'a expérimenté au Cameroun en se proclamant président. C'est une voie sans issue, c'est une impasse, même si je pense que ces personnalités politiques sont représentatives
d'une partie importante de la population de leur pays, comme c'est le cas pour Cellou Dalein Diallo, mais je pense que Cellou Dalein Diallo est braqué aujourd'hui après avoir perdu en 2010 avec une avance de 20 points, après avoir accepté en 2015 de ne pas faire en sorte que le pays s'embrase et donc accepter sa défaite en se disant que c'était la dernière candidature d'Alpha Condé et que pour 2020, il serait lui, Cellou Dalein Diallo, en pole position, ce qui n'est pas le cas. Donc, en tout cas, il y a eu un boycott du reste de l'opposition significative guinéenne, même s'il y a une douzaine de candidats, mais j'ose espérer quand même que on ne va pas laisser le pays brûler et participer à le brûler, parce que les dirigeants, il faut bien qu'ils dirigent des personnes vivantes. La correction que je veux apporter à M. Kaba, c'est que la limitation des mandats à 2 en France ne date pas de 2008, mais bien de 2002 sous Jospin. Je répète que la confiance est la base du jeu politique démocratique. C'est bien noté. C'est bien noté, Ousseynou Nargueil. On vous entend moins bien. On vous entend moins bien. On note que pour vous, la confiance est la base du jeu démocratique, même si ce n'est pas partagé par Alexandre Tos Egbako, qui nous a fait l'honneur de prendre part à cette émission. Je rappelle que vous êtes politiste, anthropologue, consultant international. Abdoulaye Kaba, chargé de la presse du RPG Arc-en-Ciel. Et bien sûr, on rappelle que nous avons essayé de faire participer également un responsable de la communication de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo sans succès. Il n'a pas été possible, vu le contexte, eh bien de prendre part à ce webinaire. Merci encore, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver très bientôt et on souhaite fortement que la situation s'apaise en Guinée, parce que notre credo à la Belle Télévision est aussi d'accompagner et de relayer les messages de paix, bien sûr, pour que le continent se développe. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et à vous, chers invités. Très bonne suite de programme sur la Belle Radio et Télévision. Bonne chance à la Guinée. Merci. Merci.